Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. Comme j'ai dit hier à vos collègues en arabe, que j'ai hésité longuement de prendre contact avec vous via cette technique de WhatsApp. Pas plutôt de WhatsApp, mais de vidéoconférence. On s'est arrêté l'autre fois sur le droit des fruits. C'est-à-dire le droit des fruits qui peut être défini comme il stipule comme il dicte l'article 79 comme étant un droit réel et qui confère au titulaire de ce droit un droit de jouissance sur un bien appartenant à autrui. Donc d'après cette définition, le droit des fruits, c'est un droit qui est constitué sur une propriété appartenant à autrui. Donc, pour mieux expliquer un peu la situation, on a une pleine propriété, et quand on démembre la propriété, on peut la démembrer au profit de quelqu'un d'autre, au profit d'un usufruit qui bénéficie de ce droit d'usufruit. Donc, il entre en jouissance d'un droit réel sur un bien d'une propriétaire. Donc, on ne se retrouve pas avec une personne qui dispose de la pleine propriété. Non, on se retrouve avec deux personnes. Une personne qui a la nue propriété et une autre qui dispose d'un droit d'usufruit. Ce droit d'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruit. C'est l'article 79. Il n'y a pas, comme vous le savez, il n'y a pas une traduction officielle, mais j'essaie de traduire au fur et à mesure, c'est-à-dire depuis l'apparition du code des droits réels, comme vous le savez, il est apparu en arabe. La traduction, il n'y a pas de traduction officielle, donc on se contente de traduire au fur et à mesure. Donc le droit des fruits, c'est un droit qui confère à son propriétaire, plutôt à son titulaire, un droit de jouissance. Un droit de jouissance et que s'éteint par la mort de l'usufruitier. Ça n'a rien, même en arabe, il parle de stirlen, ça n'a rien avec stirlen, mais je veux dire la jouissance, l'intifère. Donc c'est un droit qui confère à son détenteur un droit de jouissance qui s'éteint par la mort de l'usufruitier. La mort de l'usufruitier, on peut se poser des questions. De quel usufruitier s'agit-il? Parce qu'il se peut que la personne vend, c'est-à-dire le propriétaire vend l'un droit d'usufruit à X, et par la suite, X le revend à Y. Donc on se retrouve devant deux usufruitiers. Si on parle, si le texte dicte que l'usufruitier s'éteint par la mort de l'usufruitier, ça veut dire tout simplement, on peut se poser la question, de quel usufruitier s'agit-il? S'agit du premier usufruitier ou du deuxième usufruitier? Bon, le code des droits réels, il est muet sur si vous voulez, sur ce point, mais on peut déjà, si vous voulez, donner un avis de quel usufruitier. Est-ce qu'il s'agit du premier usufruitier ou bien du deuxième usufruitier? Bon, à mon avis, il faut se référer au contrat établi entre les deux parties. Si jamais les deux parties ont stipulé dans le contrat qu'en quoi le droit des usufruits a une durée limitée, et bien dans ce cas-là, il faut respecter le contrat. Par exemple, admettons que le nid propriétaire il a vendu à A, et par la suite A a revendu à B. Donc si jamais A est décédé, et le contrat des usufruits stipule, si vous voulez, un délai qui n'est pas encore, bien l'échéance n'est pas encore arrivée, donc il faut respecter cette échéance. C'est-à-dire les deux parties doivent absolument respecter la durée du contrat. Ça serait autrement si le droit des usufruits, ou bien si le contrat des usufruits ne stipule pas une durée. Je peux vendre mon droit des usufruits à quelqu'un d'autre, et sur le contrat des usufruits, on ne stipule pas, si vous voulez, la durée du droit des usufruits. Et bien dans ce cas-là, le droit des usufruits s'éteint nécessairement par la mort de l'usufruitier.
Ceci d'une part. D'autre part, un droit des usufruits. Un droit des usufruits, pour qu'il soit établi, il faut respecter le formalisme, il faut respecter l'article 4 du Code des droits réels, qui exige que toute transaction, je vous invite, si vous voulez, à lire l'article 4 du Code des droits réels, qui exige que tout droit réel, ou bien toute transaction immobilière doit être respectée, ou bien doivent respecter, si on s'agit des transactions, doivent respecter, si vous voulez, un certain formalisme. Le formalisme, ce n'est que l'authentification de l'acte des usufruits par un notaire, ou bien par deux adouls, si vous voulez. Il faut absolument un acte authentique. Donc, le droit des usufruits est constitué soit par la volonté des parties, soit par, si vous voulez, la loi. Et ce droit des usufruits, une fois qu'il est constitué par les parties, ça veut dire que je peux vendre, je peux donner, quand je peux léguer. Voilà, c'est la volonté des parties. Je peux vendre. Un droit, si vous voulez, peut être, un droit des usufruits peut être vendu dans les formes prévues par la loi. Donc, si je vends un droit des usufruits, il faut absolument, s'il s'agit d'un titre, il faut absolument l'inscrire sur le titre pour qu'il soit opposable à l'égard des tiers. Parce qu'on ne peut pas parler d'un droit des usufruits ou bien de l'opposabilité du droit des usufruits tant que le droit des usufruits ou bien l'acte de droit des usufruits n'est pas inscrit sur le titre. Il faut absolument l'inscription d'après les énonciations de l'article 66. Si vous prenez l'article 66 de la loi 1407, on peut déjà, si vous voulez le lire, dans l'article 66, que tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé n'existe à l'égard des tiers que par le fait et le jour de son inscription sur le titre foncier par le conservateur de la propriété foncière. Donc, tout droit réel, s'il porte sur un titre foncier, n'est pas opposable à l'égard des tiers que par son inscription sur le titre. Là, c'est l'article 66 qui le dit. Que ce soit d'un droit des usufruits, d'un droit d'emphytéose, d'un droit de survie, tout droit réel. C'est-à-dire l'inscription des droits réels qui nous donne le point de départ, si vous voulez, de ces droits. Comme je venais d'expliquer plusieurs fois, il y a des droits, ou bien il y a des droits qui peuvent, si vous voulez, apparaître au cours de la procédure d'immatriculation. Si le détenteur de ces droits ne s'est pas manifesté au cours de la procédure d'immatriculation, et si une fois le conservateur il a immatriculé la propriété, donc ces droits ne peuvent avoir ou bien ne peuvent être opposables aux tiers. Que ce soit les ayants cause, que ce soit les ayants droit, que ce soit les ayants, plutôt les tierces personnes. Donc, seule l'inscription du droit sur le titre foncier, seule l'inscription du droit sur le foncier qui rend ce droit opposable. Ça, c'est pour les biens, si vous voulez, immatriculés. Mais on peut tomber sur des biens en cours d'immatriculation. En cours d'immatriculation, lorsque, par exemple, comme vous le savez, une réquisition d'immatriculation n'est pas gelée au cours de la procédure d'immatriculation. Il se peut que le propriétaire vend son droit, si vous voulez, ou bien il peut l'hypothéquer, il peut le donner, il peut le léguer. Donc, ces transactions, à part le legs, s'il porte sur un bien en cours d'immatriculation, le propriétaire ou bien l'acquéreur doit absolument le déposer. Ce n'est pas inscrire, on ne parle pas de l'inscription. S'il s'agit d'une réquisition d'immatriculation, on parle d'un dépôt. On le dépose pour qu'il prenne son rang. Le rang des inscriptions est très 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 important en droit foncier. Donc, pour qu'il soit opposable à l'égard des tiers, et après l'immatriculation des biens, et pour que le conservateur, si les circonstances le permettent, comme il stipule l'article 24, il faut absolument le déposer conformément à l'article 84. Et je pense qu'on a eu l'occasion de mentionner cet article plusieurs fois lors de séances précédentes. Je le relis quand même. Lorsqu'un droit soumis à la publicité est constitué sur l'immeuble au cours de la procédure d'immatriculation, le bénéficiaire peut, pour prendre rang et rendre le dit droit opposable,
aux tierces, effectue à la conservation foncière le dépôt des pièces pour l'inscription. Ce dépôt est mentionné au registre des oppositions et au jour de l'immatriculation, si l'événement de la procédure le permet, le droit est inscrit sur le titre foncier au rang qui lui est signé par le dit dépôt. Bon, comme vous savez, c'est un article qui a connu si vous voulez, une réforme, une réforme après l'apparition, si vous voulez, du code ou bien de la loi 1407. Et pour le moment, gardons tout simplement dans l'esprit qu'un droit, une fois qu'il a été constitué, puis modifié, doit être absolument déposé d'après l'article 94. Le bénéficiaire de ce droit, il a en principe deux voies. La première voie, c'est l'article 83. C'est un peu long l'article 83 et je vous invite à le lire chez vous, l'article 83. Je vais vous donner tout simplement un petit résumé sur cet article. C'est-à-dire l'article 83. Lorsque j'achète un droit de propriété et je demande au conservateur, si vous voulez, de publier un extrait rectificatif, ce qu'on appelle en arabe khulasa islahiya. Un extrait rectificatif, ça veut dire quoi l'extrait rectificatif? Ça veut dire que la procédure se poursuit au nom du nouveau acquéreur. Donc le premier acquéreur ou bien l'acquéreur primitif disparaît de la scène, disparaît complètement de la scène, et c'est plutôt le nouveau requérant, ou plutôt le nouveau acquéreur, ou bien la procédure se poursuit au nom du nouveau acquéreur. Et une fois le titre il est établi, il sera établi au nom de ce nouveau acquéreur. Retenez très bien, au nom de ce nouveau acquéreur. Donc il n'y a plus le propriétaire primitif. Plutôt le propriétaire primitif est disparu. Dans l'article 84, ce n'est pas le cas. Je vends ma propriété à telle personne, cette telle personne choisit, si vous voulez, le dépôt conformément à l'article 94. C'est-à-dire que la procédure se poursuit en mon nom et que, d'après l'article 94, le dernier paragraphe, ce dépôt il est bien mentionné au registre des oppositions, bien qu'il n'ait pas une opposition. Il est mentionné dans un registre des oppositions, bien qu'il n'ait pas une opposition. Au propre du terme, si vous voulez, conformément à l'article 24 de la loi 1407. Donc, ce dépôt, il est mentionné au registre des oppositions et au jour de l'immatriculation. Qu'au jour de l'immatriculation, et si l'événement de la procédure le permet, le conservateur a le droit de l'inscrire sur le titre foncier. Donc, une différence. Article 83, le titre foncier est établi au nom du nouveau acquéreur. La décision d'immatriculation qui est définitive et inattaquable et qui n'est pas susceptible d'aucun recours, elle est établie au nom du nouveau acquéreur. Par contre, le dépôt conformément à l'article 24, le conservateur établit le titre foncier au nom du requérant primitif, et après il transcrit cette inscription, entre guillemets, sur le titre foncier. Il y en a des auteurs qui disent que cette inscription peut être attaquable. Seule la décision du conservateur qui n'est pas attaquable. Mais puisqu'il y a une inscription qui est infiltrée après l'établissement du titre foncier, donc cette inscription, c'est un avis, elle est susceptible d'être attaquable devant les juridictions, bien devant la juridiction compétente. Bon, ce droit des fruits, il peut bien porter sur un bien immatriculé, comme il peut bien porter sur un bien en cours d'immatriculation, comme il peut bien porter sur un bien non immatriculé. S'agissant du bien immatriculé, comme je viens de vous expliquer, ce droit n'a pas d'existence à l'égard des tiers que par l'inscription sur le titre foncier. Ça, c'est une définition qu'il faut apprendre par cœur.
Par contre, le dépôt de l'acte, on peut le déposer conformément à l'article 83 84 que je viens de vous expliquer. Donc, c'est un droit qui porte sur un bien, sur un bien immatriculé, comme il peut porter sur un bien non, bien plutôt en cours d'immatriculation. La question que se pose, est-ce que ce droit peut porter sur un bien non immatriculé? Parce qu'un bien non immatriculé, on ne peut pas acquérir, si vous voulez, le droit des usufruits par la possession. On ne peut l'acquérir, d'après la loi, surtout d'après l'article 80, que par la volonté des parties ou par la loi. Donc, on ne peut pas l'acquérir par possession. La possession paisible, tout ce que vous connaissez sur la possession, et je pense que vous avez eu l'occasion d'étudier la possession. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On ne peut pas l'acquérir par la possession paisible et tranquille. Pourquoi? Parce que le droit, l'article 80, nous précise exactement quels sont les modes de constitution de ce droit des usufruits. Il peut être constitué soit par la volonté des parties, soit par la loi. On ne peut pas assimiler l'article, on peut pas assimiler le droit d'exploitation tel qu'il est mentionné dans la loi, plutôt dans le Code des droits réels, exactement l'article 222, on ne peut pas l'assimiler à un droit des usufruits. Si vous prenez l'article 223 du Code des droits réels, celui qui a vivifié une terre morte et avec autorisation de l'autorité, il a le droit de l'exploiter. C'est-à-dire qu'il a un droit d'exploiter. Ben, ce droit d'exploiter, on peut se poser la question, quelle est la nature de ce droit? Est-ce que c'est un droit personnel? Un droit réel. Comme vous le savez, les droits réels sont énumérés limitativement par les législateurs. On ne peut pas en créer d'autres droits réels. En France, oui. En France, le législateur français, si vous voulez, accorde aux parties la possibilité de créer des droits réels. Mais au Maroc, non, les droits réels sont énumérés limitativement par le législateur, à savoir le droit de propriété, le droit des usufruits, le droit d'emphytéose, le droit de superficie, le droit d'hypothèque, le droit de zina, etc. Ce sont des droits qui sont énumérés limitativement par le législateur, on ne peut pas en créer d'autres. Donc, cet article 222, ou plutôt l'article 223, il confère au propriétaire, il confère à la personne qui exploite un bien avec l'autorisation de l'État un droit d'exploitation. Mais ce droit d'exploitation, on ne peut pas l'assimiler à un droit réel. C'est-à-dire ce droit ne peut pas être inscrit. Il n'a pas les mêmes prérogatives qu'un usufruit. Les mêmes prérogatives, c'est-à-dire toutes les prérogatives que vous connaissez sur le droit réel ne peuvent pas être étendues à ce droit d'exploitation. Donc, c'est clair, les droits sont énumérés. Reste la question, est-ce qu'on peut envisager, si vous voulez, un détenteur d'un droit réel sur un bien non immatriculé? Oui, la réponse est affirmative, c'est-à-dire on peut tomber sur des personnes qui ont des droits d'usufruit sur un bien non immatriculé. Bon, l'argument juridique, c'est l'article 10, l'article 10 de la loi 1407, qui mentionne dans son article la réquisition d'immatriculation ne peut être déposée que par ceux désignés ci-après. Propriétaire, le copropriétaire sous réserve de droit de shfa de ses copropriétaires, et on aura l'occasion d'étudier cet article lorsqu'on parlera dans l'avenir, si vous voulez, le droit de shfa. Le copropriétaire sous réserve des droits de shfa de ses copropriétaires, lorsque ceux-ci se trouvent dans les conditions requises par l'exercice de ce droit.
Le bénéficiaire des droits réels énumérés, c'est après les fruits, la superficie, l'environnement, le zina, le roi et la surélévation des biens. Il y a encore l'article rajoute, dans son alinéa 4, le bénéficiaire des servitudes foncières avec le consentement du propriétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un usufruitier, ça sent très bien au niveau de la terminologie, on fait la distinction entre l'usufruitier, c'est celui qui bénéficie d'un droit d'usufruit, et l'usufructuaire, c'est la personne qui donne le droit d'usufruit. Donc, revenons à l'article 10, le bénéficiaire du droit d'usufruit a la possibilité de déposer une réquisition d'immatriculation sans le consentement du propriétaire. Pourquoi? Parce que juste après, dans la ligne 4, on lit le bénéficiaire des servitudes foncières avec le consentement du propriétaire. Par analogie, les personnes qui ont le droit de déposer, ou bien les détenteurs des droits réels qui ont le droit de déposer une réquisition d'immatriculation n'ont pas, si vous voulez, l'obligation de demander une autorisation du propriétaire. Mais la question quand même qui reste, bien, on peut se poser, est-ce que le conservateur peut recevoir une réquisition d'immatriculation et diligenter la procédure d'immatriculation pour un droit d'usufruit sur une assiette foncière qui n'est pas, ou bien qui n'est pas immatriculée, premièrement, ou bien qui ne va pas être immatriculée. Bon, c'est une problématique. Au niveau de droit, on ne trouve pas des textes législatifs qui régissent ces problématiques, et même au niveau de la pratique, parce que dans les conservations, il y a ceux qui acceptent cette possibilité, c'est-à-dire on accepte le droit d'usufruit, ou bien on accepte l'acte de droit d'usufruit, ou bien l'usufruitier comme étant un requérant sur un bien non immatriculé. Qu'est-ce qu'ils mettent les conservateurs? Ce corps-là, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent sur la réquisition d'immatriculation, Mohamed Ben Ali, par exemple, usufruitier. Et pour la nue propriétaire, ils mettent nue propriétaire, tierce personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va assister à une immatriculation d'un droit d'usufruit, alors que l'assiette foncière, que la nue propriétaire, n'est pas immatriculée. D'autres conservateurs, non. D'autres conservateurs, ils disent non, moi en tant que conservateur, je ne peux pas accepter l'immatriculation d'un droit réel alors que l'assiette foncière n'est pas soumise, si vous voulez, à une publicité. Donc entre les deux courants, moi je suis, ou bien à mon avis, je peux dire que je m'aligne à côté de ceux qui acceptent une réquisition d'immatriculation du droit d'usufruit et mettent, si vous voulez, le nu propriétaire comme étant une tierce personne. Pourquoi? Parce que premièrement, on ne peut pas obliger le nu propriétaire à immatriculer son bien. Moi, en tant que propriétaire, je vous vends la propriété. Allez, monsieur, débrouillez-vous, déposez ce que vous avez envie de déposer, immatriculez ce que vous avez envie d'immatriculer. Laissez-moi tranquille, je ne veux pas immatriculer mon bien. Deuxièmement, l'immatriculation, comme vous le savez, est facultative, ce n'est pas obligatoire. On ne peut pas obliger quelqu'un, comme je vais vous expliquer, de déposer une réquisition d'immatriculation par force. Je ne veux pas, moi je suis un propriétaire, je me garde mon droit de propriétaire. Si vous voulez immatriculer votre droit d'usufruit, allez-y, immatriculez-le, personne ne peut vous empêcher. Donc, la situation, comme je viens de vous expliquer, n'est pas édictée par le Code des droits réels, mais dans la pratique, généralement, les conservateurs, ceux qui mettent, c'est-à-dire dans la majorité des cas, ils mettent dans la réquisition d'immatriculation X usufruitier et mettre Y ni propriétaire. Et on en reviendra lorsqu'on parlera de droit de préemption, on reviendra sur, si vous voulez, sur cette question. Maintenant, reste à définir, est-ce que, quand je dis les mots d'institution des droits d'usufruit, je peux dire que le droit d'usufruit
peut être constitué par un acte de vente, mais cet acte de vente peut être, si vous voulez, subordonné par une condition. Il peut être subordonné par une condition comme il peut être subordonné par un terme. C'est-à-dire, et la condition, elle est régie par, vous prenez le droit des obligations et du contrat, justement dans l'article 107, qui dit que la condition est une déclaration de volonté qui fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son extinction. L'événement passé ou présent, mais encore inconnu des parties, ne constitue pas la condition. Donc, comme je viens de vous expliquer, la condition, c'est une déclaration de volonté dont dépend l'exécution, si vous voulez, de l'événement. Si cette condition se réalise, dans le cas d'une vente, la vente est parfaite. Mais si cette condition ne se réalise pas, la vente, elle est nulle. Donc, on parle d'une condition suspensive, shart al-waqif, comme on peut parler d'une condition résolutoire, shart al-fasir. Ça veut dire quoi la condition résolutoire? La condition résolutoire, la vente, elle est établie, elle est définitive, mais la réalisation de cette condition anéantit la vente. Vous allez me dire peut-être quel est l'intérêt de la distinction entre les deux, entre la vente sous condition suspensive et la vente sous condition résolutoire. Je vous vends ma maison, mais à condition que vous, par exemple, si vous êtes à l'étranger, vous obtenez la VENA, l'attestation de non-vocation agricole. Parce que, comme vous savez, les étrangers n'ont pas le droit d'acquérir des biens hors périmètre urbain qu'après l'obtention de la VENA, qu'après l'obtention du certificat de non-vocation agricole. Ça, c'est une condition suspensive. La vente n'est pas encore faite, n'est pas encore établie, n'est pas définitive, mais on attend la réalisation de la condition. Si cette condition se réalise, si l'étranger reçoit ou bien obtient une autorisation de non-vocation agricole, dans ce cas-là, on peut parler d'une condition, d'une vente définitive. Mais si la condition n'est pas encore réalisée, ne s'est pas réalisée, la vente n'est pas définitive. La vente sous condition résolutoire, c'est une vente qui était établie, mais la réalisation de cette condition, comme je viens de vous expliquer, anéantit la vente. Bon, l'intérêt de la distinction entre les deux, c'est au niveau fiscal et au niveau de l'inscription. La vente sous condition de suspensive ne peut pas être inscrite sur le titre foncier. Par contre, la vente sous condition résolutoire, elle est inscrite et elle est résiliée si la condition résolutoire se réalise. Hein? Au niveau encore fiscal, la perception, ou bien plutôt l'administration fiscale n'a pas le droit de percevoir ni les taxes sur les taxes d'enregistrement, ni la taxe sur les profits immobiliers lorsqu'il s'agit d'une vente sous condition suspensive. Mais lorsqu'il s'agit d'une vente sous condition résolutoire, dans ce cas-là, il a le droit de percevoir les taxes, il a le droit de percevoir la taxe sur les profits immobiliers. Je m'arrête ici. Je vous demande encore une fois de rester chez vous. Ne sortez pas, ne bougez pas. C'est très difficile. Je sais très bien que c'est très difficile. Mais essayez de rester chez vous. J'aimerais vous voir tous, si vous voulez, une fois que ce confinement est parti.